Une mallette de 5 milliards de francs CFA surgit à Ouagadougou, déclenchant dans silence une fracture au cœur même des cercles sécuritaires. Plus l'ingérence prétend se faire discrète, plus elle expose une mécanique lourde. Argent calibré, relais régionaux, messages codés et exploitation méthodique des zones de fragilité d'un État déjà sous pression. Que signifie pour les citoyens burkinabés qu'une telle manœuvre vise directement la souveraineté que défend Ibrahim Traoré, au-delà du simple fait divers sécuritaire? Une lutte invisible commence maintenant, capable de redessiner les équilibres réels. Ce récit propose de dépasser le choc immédiat pour expliquer pas à pas comment une tentative discrète devient une menace structurelle. L'objectif est clair: comprendre les leviers réels et éviter les lectures simplistes. L'enjeu n'est pas de suivre une arrestation spectaculaire, mais de décoder une méthode. Comment l'argent teste des loyautés, comment les messages chiffrés créent des zones grises et comment des relais régionaux cherche à installer un récit acceptable. À ce stade, chaque détail compte davantage que l'événement lui-même. Ce qui est en jeu touche à la chaîne de commandement, à la confiance interne et à la capacité d'un État à reconnaître les signaux faibles avant qu'ils ne s'additionnent. Ce cadre d'analyse permet aussi de mesurer les conséquences concrètes pour plusieurs niveaux à la fois: institutions, économie, société et environnement régional. La promesse est simple et exigeante: relier des faits précis à des effets soudures, des effets mesurables, sans extrapolation gratuite. Et une question s'impose naturellement. Si une opération a été détectée une fois, qu'est-ce qui a échappé au regard public? 5 milliards de francs CFA. Ce chiffre précis agit comme un révélateur immédiat. Il indique qu'il ne s'agissait ni d'une initiative improvisée, ni d'une corruption ordinaire, mais d'un mécanisme préparé sur la durée, calibré pour tester des failles ciblées. Derrière ce montant, les premiers recoupements mettent au jour une logique opératoire familière dans le Sahel: des flux financiers dissimulés, des intermédiaires mobiles et des relais régionaux capables d'opérer sous des façades respectables. Le contexte est essentiel pour comprendre la portée de cette tentative. Le Burkina Faso évolue depuis plusieurs années dans un environnement de pression continue, marqué par l'insécurité, des transitions politiques rapides et des attentes sociales fortes. Dans ce cadre, toute offre présentée comme un soutien discret n'est jamais neutre. Elle agit comme un test de loyauté autant que comme un signal envoyé aux structures internes. Les enquêteurs identifient rapidement que l'objectif n'est pas l'adhésion massive, mais l'ouverture d'une brèche unique suffisante pour provoquer un effet d'entraînement. C'est ici que la ligne de conduite d'Ibrahim Traoré prend tout son sens. Plutôt qu'une réaction immédiate, l'option retenue privilégie l'observation silencieuse et la documentation minutieuse. L'idée est simple: laisser l'ingérence révéler sa propre architecture. Cette approche transforme une menace potentielle en source d'informations stratégiques. Les déplacements, les contacts et les promesses deviennent autant d'indices permettant de reconstituer une cartographie d'influence plus large. Le contexte régional renforce encore cette lecture. Les tentatives de déstabilisation ne se déploient jamais en vase clos. Elles s'inscrivent dans des dynamiques transfrontalières où l'argent, la narration politique et les intérêts géopolitiques se croisent. Ce qui apparaît alors n'est plus un épisode isolé, mais un fragment d'un rapport de force plus vaste. La question centrale se précise: si cette mécanique a pu être détectée à ce stade, quelles autres formes d'ingérence, plus discrètes encore, restent invisibles? Au cœur du dispositif, quelques soldats de terrain deviennent des capteurs involontaires d'un système plus vaste. Leur profil n'a rien d'exceptionnel: des officiers habitués aux zones difficiles du Nord, formés à la méfiance et aux décisions rapides. C'est précisément cette expérience qui attire l'attention de l'intermédiaire. Lors d'un premier rendez-vous discret dans un café de la capitale, le discours se veut rassurant, presque administratif. Les mots sont choisis pour banaliser l'approche, comme s'il s'agissait d'un simple accompagnement technique.
Un second contact affine la méthode. Dans un parking neutre, à l'abri des regards, la proposition se précise sans jamais devenir explicite. Des promesses financières sont évoquées, accompagnées d'arguments sur la stabilité et la nécessité d'une transition maîtrisée. Les soldats comprennent rapidement que l'enjeu réel n'est pas l'argent, mais la création d'un doute interne. En feignant l'hésitation, ils transforment l'approche en source d'informations exploitables. Ces micro-situations produisent des effets immédiats. D'abord, elles révèlent la patience du réseau, prêt à multiplier les rencontres pour affiner son ciblage. Ensuite, elles mettent en lumière une pression psychologique calculée, destinée à fragiliser les repères hiérarchiques sans provoquer de rupture visible. Enfin, elles permettent aux enquêteurs de relier des lieux, des numéros cryptés et des habitudes récurrentes. À ce stade, l'impact n'est pas encore public, mais il est déjà réel. Les cercles sécuritaires prennent conscience que la menace ne se présente pas sous forme frontale. Elle avance par petites touches en exploitant la normalité apparente des échanges quotidiens. Cette prise de conscience précoce change la lecture de l'ensemble du dossier. En résumé, une vigilance fine suffit parfois à bloquer un effet domino. Tout commence par un signal faible, presque anodin. Une rumeur circule dans certains cercles militaires d'Ouagadougou. Un intermédiaire étranger cherche des contacts fiables pour évoquer un appui discret. Le propos semble maîtrisé, trop lisse pour être spontané. Très vite, les services de sécurité relèvent une anomalie de langage, une répétition de formules codées et une insistance sur la confidentialité. Le déclenchement est silencieux, mais l'alerte est réelle. La phase suivante s'installe sur quelques jours. Les rencontres se multiplient dans des lieux neutres. Cafés peu fréquentés, parkings souterrains, salons d'hôtels connus pour leur passage international. Le scénario est constant. Flatterie d'abord, promesse ensuite, puis une narration politique présentée comme pragmatique. L'intermédiaire évoque une transition sans heurts, insiste sur la nécessité d'anticiper et laisse entendre que des soutiens financiers conséquents sont prêts. Les officiers approchés, instruits de la marche à suivre, jouent le jeu. Ils demandent du temps, posent des questions et transmettent chaque détail. La montée en tension se produit lorsque l'intermédiaire annonce une échéance. Une date est suggérée accompagnée de la promesse d'un financement immédiat. À ce stade, l'opération change de nature. Les enquêteurs relinent les déplacements à des relais régionaux, identifient des structures de façade servant de vitrine financière et croisent des communications chiffrées. La cohérence d'ensemble apparaît. Ce n'est plus une tentative isolée, mais une séquence planifiée visant à tester des loyautés ciblées. C'est ici qu'intervient l'arbitrage stratégique d'Ibrahim Traoré. Plutôt qu'une interception prématurée, la décision est de laisser la mécanique aller à son terme contrôlé. L'objectif est double: sécuriser les preuves et exposer l'architecture complète du réseau. Cette posture transforme le temps en allié. Chaque rencontre supplémentaire enrichit le dossier. Chaque message codé précise la cartographie. Le point culminant survient lors d'un rendez-vous final dans un hôtel du centre-ville. L'intermédiaire arrive avec une mallette lourde censée sceller l'accord. À l'intérieur, une somme en liquide destinée à acheter le silence et la loyauté d'officiers stratégiques. Le dispositif est en place. Au signal convenu, l'intervention est déclenchée. Rapide, maîtrisée, sans affrontement. L'argent est saisi, l'intermédiaire neutralisé, les communications interrompues. Les retombées sont immédiates. En interne, la manœuvre déjouée agit comme un électrochoc positif. La cohésion se renforce non par contrainte, mais par la démonstration que la vigilance collective fonctionne. À l'extérieur, l'affaire commence à circuler, suscitant interrogations et prises de position prudentes.
Ce qui devait rester invisible devient un fait structurant. La ligne des événements révèle alors sa logique profonde, déclenchement discret, montée patiente, retombée durable. Plus qu'un coup d'arrêt, l'épisode installe un précédent. Il montre comment une tentative d'ingérence peut être retournée, documentée et neutralisée sans bruit excessif, à condition de maîtriser le tempo. Au point de départ, un niveau de référence s'impose. Des flux financiers officiellement marginaux, dispersés et justifiés par des activités humanitaires ordinaires. Puis, en quelques semaines, l'écart devient visible. Cette bascule chiffrée marque le passage d'une normalité administrative à une anomalie stratégique. Elle fournit la première preuve tangible que l'opération dépassait le stade du contact exploratoire. Le premier indicateur concerne les montants en circulation. Entre le milieu de l'été et le début de l'automne 2024, et le début de 2024, plus de 5,3 milliards de francs CFA transitent par des structures présentées comme éducatives ou humanitaires. Ce chiffre n'est pas seulement élevé, il est concentré sur une période courte. Cette concentration temporelle indique une phase d'activation, typique d'une opération cherchant à produire des effets rapides. Autrement dit, l'argent n'était pas destiné à un programme durable, mais à une séquence précise visant à influencer des décisions internes. Le deuxième indicateur porte sur la communication. Les analystes identifient un 32 appels cryptés échangés en moins de 3 semaines entre l'intermédiaire et ses relais extérieurs. Ce volume, rapporté à une fenêtre aussi étroite, révèle un besoin d'ajustement constant. Chaque appel correspond à une correction de trajectoire, un test de réaction ou une validation d'étape. En termes simples, la fréquence élevée montre que l'opération n'était pas figée. Elle s'adaptait en temps réel aux signaux remontants du terrain. Le troisième indicateur mesure la réaction collective. Dans les 48 heures suivant la révélation publique de l'affaire, plus de 1,2 million de messages de soutien circulent sur les réseaux sociaux nationaux. Ce chiffre ne renseigne pas seulement sur l'émotion, il indique une appropriation rapide du récit par l'opinion. Cette masse de réactions transforme un dossier sécuritaire en événement sociopolitique. Elle crée un environnement moins perméable aux récits alternatifs que le réseau comptait probablement diffuser. Pris isolément, chacun de ces chiffres pourrait être interprété de manière limitée. Ensemble, ils dessinent une structure cohérente. Les flux financiers montrent la capacité d'achat. Les communications cryptées révèlent la coordination. La mobilisation populaire indique la perte de contrôle narratif. Cette triangulation permet de passer d'un constat factuel à une compréhension stratégique. C'est dans cette lecture que l'intervention d'Ibrahim Traoré s'inscrit. En commentant ces données, il insiste sur un point précis. La conflictualité contemporaine ne se manifeste plus uniquement par des affrontements visibles. Elle s'exprime à travers des chiffres apparemment neutres, des échanges techniques et des dynamiques d'opinion. Les nombres deviennent alors des signaux faibles, capables d'annoncer des ruptures majeures s'ils sont interprétés à temps. Ces preuves quantitatives jouent un rôle clé dans le dossier. Elles permettent d'éviter deux écueils opposés: la minimisation, qui réduit l'affaire à un incident isolé, et la dramatisation excessive qui obscurcit l'analyse. En restant dans un cadre mesurable, elles offrent un socle solide pour orienter les décisions futures. La question qui en découle est directe. Si ces indicateurs ont permis de neutraliser une tentative précise, comment renforcer les mécanismes capables de détecter la prochaine variation avant qu'elle ne produise ses effets? Deux lectures opposées structurent le débat après la révélation de l'opération. La première, portée par des diplomates et certains analystes internationaux, plaide pour la prudence. Selon eux, une rupture trop ferme avec des partenaires historiques comporte un risque immédiat.
raréfaction des financements, suspension de programmes conjoints et affaiblissement des capacités institutionnelles. Dans cette perspective, l'ingérence révélée serait un excès ponctuel plutôt qu'un schéma durable. La priorité consisterait donc à corriger les dérives sans remettre en cause l'architecture globale des relations existantes. L'argument central est pragmatique. Un État sous contrainte sécuritaire et budgétaire ne peut pas se permettre d'isoler ses appuis extérieurs. La seconde lecture, défendue par des chercheurs africains et des observateurs régionaux, adopte une position inverse. Elle considère l'épisode comme le symptôme d'un déséquilibre structurel. L'argent présenté comme stabilisateur deviendrait un levier d'orientation politique, tandis que certaines coopérations conditionnées et opaques créeraient des zones d'ingérence durable. Dans ce cadre, la mallette saisie ne serait pas une anomalie, mais une manifestation visible d'un système plus large où la dépendance financière accroît mécaniquement la vulnérabilité institutionnelle. L'argument clé est simple. Tant que les leviers restent externes, les brèches persistent. Pour départager ces deux positions, les éléments factuels issus du dossier apportent une réponse nuancée. D'un côté, la continuité de certaines activités économiques malgré la suspension de programmes montre qu'un effondrement immédiat n'est pas inévitable. De l'autre, la concentration des flux occultes et la coordination observée indiquent que les mécanismes d'influence étaient suffisamment installés pour opérer rapidement. Autrement dit, la prudence n'exclut pas la réforme et l'autonomie ne signifie pas l'isolement. La synthèse qui se dégage repose sur un critère opérationnel, la capacité à réduire les zones exploitables. Les partenariats peuvent subsister s'ils deviennent traçables, conditionnés à des règles claires et soumis à des contrôles effectifs. À l'inverse, toute dépendance non mesurée augmente le risque d'ingérence. Cette approche ne tranche pas idéologiquement. Elle hiérarchise les risques à partir de données observables. La conclusion provisoire est alors limpide. Le débat n'oppose pas ouverture et fermeture, mais maîtrise et exposition. La question décisive devient celle-ci. Quels mécanismes permettent de coopérer sans recréer les failles qui ont rendu l'opération possible? Tout bascule à cet instant. Lorsque les premières conclusions quittent les cercles fermés pour entrer dans l'espace public, l'affaire change de statut. Les éléments jusque-là techniques, flux occultes, appels cryptés, relais régionaux, cessent d'être des données brutes. Ils deviennent une démonstration. Ce passage du confidentiel au visible agit comme un révélateur collectif, exposant l'existence d'un système d'ingérence qui se pensait discret et maîtrisé. La prise de parole mesurée d'Ibrahim Traoré structure cette bascule. En qualifiant l'épisode de lutte invisible, il déplace le regard. Le problème n'est plus un intermédiaire arrêté, mais une logique opératoire qui s'inscrit dans le temps long. Cette formulation simple produit un effet immédiat. Elle rend lisible ce qui, jusque-là, semblait abstrait. L'ingérence n'est plus une hypothèse, mais un mode d'action identifiable. Ce moment charnière révèle une vérité essentielle. La menace ne résidait pas dans la mallette saisie, mais dans la normalisation progressive de pratiques parallèles. Argent, narration et patience formaient un triptyque destiné à éroder la souveraineté sans confrontation directe. En exposant cette mécanique, le dossier modifie durablement la perception des risques. À partir de ce moment, l'affaire cesse d'être un épisode clolo. Elle devient un point de référence. Chaque décision future, chaque partenariat, chaque signal faible sera désormais lu à travers ce prisme. La vigilance change d'échelle. Les effets de l'opération déjouée se déploient simultanément dans 4 sphères distinctes, montrant que l'arrestation de l'intermédiaire n'était qu'un point de départ. Chaque niveau révèle une transformation spécifique, mais toutes convergent vers une même réalité.
La tentative d'ingérence a modifié durablement les équilibres internes et externes du pays. La posture adoptée par Ibrahim Traoré sert de fil conducteur pour comprendre cette recomposition. Au niveau de l'État, l'impact est d'abord institutionnel. Les services de sécurité gagnent en crédibilité grâce à une démonstration de méthode et de sang-froid. La coordination interservices s'améliore, car le succès repose sur la circulation contrôlée de l'information plutôt que sur l'action isolée. Cette dynamique renforce la chaîne de commandement et réduit les marges d'ambiguïté. Les décisions futures s'appuient davantage sur des signaux mesurables, ce qui limite l'improvisation et les réponses excessives. Pour les acteurs économiques, l'affaire agit comme un révélateur de pratiques longtemps tolérées. Les flux financiers opaques, désormais exposés, accélèrent la renégociation de certains contrats et la révision des mécanismes de contrôle. Les entreprises étrangères sont incitées à clarifier leurs opérations, tandis que les acteurs locaux gagnent en légitimité. Cette réorientation crée un environnement plus prévisible. À court terme, elle impose des ajustements. À moyen terme, elle réduit les zones grises exploitables par des réseaux extérieurs. Du point de vue des citoyens, l'impact est surtout perceptif et social. La révélation du complot transforme la souveraineté en enjeu quotidien. Les discussions se multiplient dans les médias locaux, les associations et les espaces communautaires. La figure du soldat vigilant remplace celle de l'institution lointaine. Cette appropriation renforce la cohésion, car elle repose sur une compréhension partagée plutôt que sur une injonction descendante. La confiance ne devient pas aveugle, mais conditionnelle et informée. À l'échelle régionale, les conséquences dépassent les frontières nationales. Les pays voisins observent attentivement la séquence. Certains y voient un précédent, d'autres un avertissement. La coopération sécuritaire gagne en intensité car l'épisode démontre qu'une ingérence peut être détectée et neutralisée sans rupture brutale. Les partenaires extérieurs, eux, adoptent une posture plus prudente. Le silence ou la réserve remplace parfois les déclarations rapides, signe que le rapport de force symbolique a évolué. Pris ensemble, ces effets montrent que l'affaire agit comme un accélérateur. Elle ne crée pas ex nihilo des transformations, mais elle rend visibles des dynamiques latentes. La ligne défendue par Ibrahim Traoré, fondée sur la fermeté mesurée et la lisibilité des faits, devient un repère pour arbitrer entre ouverture et protection. La question qui s'impose désormais est simple mais déterminante. Comment transformer ces conséquences immédiates en mécanismes durables capables de résister à la prochaine tentative d'ingérence? À partir des dynamiques observées après l'opération, trois trajectoires plausibles se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois. Elles ne relèvent ni de la prédiction ni de l'optimisme excessif, mais de la prolongation logique des signaux déjà visibles. Chaque scénario repose sur un enchaînement conditionnel clair, sans attribution de probabilité. Si les mécanismes de contrôle instaurés sont maintenus et appliqués de manière régulière, l'État consolide progressivement ses capacités internes. Les audits financiers deviennent routiniers, la coordination sécuritaire se stabilise et les partenariats existants sont réajustés plutôt que rompus. Dans ce cadre, la croissance reste modérée mais suffisante pour éviter une dépendance accrue. La souveraineté avance par petites étapes, sans rupture spectaculaire, mais avec une réduction mesurable des zones de vulnérabilité. Si la coopération entre pays voisins s'intensifie, notamment à travers des mécanismes de veille partagés et des projets relais communs, une dynamique plus robuste peut émerger. La mutualisation des ressources sécuritaires et économiques crée un espace moins perméable aux ingérences isolées. Les investissements régionaux gagnent en attractivité car ils s'inscrivent dans une logique de stabilité collective.
Cette trajectoire permet une accélération contrôlée, fondée sur la complémentarité plutôt que sur la dépendance. Si, en revanche, les réseaux exposés adaptent leurs méthodes, des formes plus discrètes de déstabilisation peuvent apparaître. Pressions financières indirectes, campagnes de désinformation ou tentatives de fragmentation interne constituent alors les principaux risques. Une telle évolution n'implique pas un retour en arrière immédiat, mais elle exige une vigilance constante. Tout relâchement dans la lecture des signaux faibles augmenterait les coûts sociaux et économiques. Ces trois trajectoires partagent un point commun. Elles dépendent moins des intentions déclarées que des mécanismes effectivement maîtrisés. La réflexion stratégique consiste donc à identifier ce qui peut être contrôlé, renforcé ou corrigé et à distinguer l'essentiel du secondaire. Dans ce cadre, la posture d'Ibrahim Traoré apparaît comme un facteur d'orientation. Elle ne garantit pas un résultat, mais elle impose une discipline de lecture. Le choix ne se situe pas entre confiance et méfiance, mais entre anticipation et réaction tardive. La question reste ouverte. Quels indicateurs devront être surveillés en priorité pour éviter que la trajectoire la plus coûteuse ne s'impose par défaut? Au-delà des institutions, l'affaire reconfigure la manière dont plusieurs groupes sociaux perçoivent leur rôle et leur avenir. Les conséquences ne sont pas uniformes. Elles se déclinent selon les expériences quotidiennes et les attentes propres à chacun. Dans les centres urbains, la révélation agit comme une rupture avec une longue période de distance critique. Les débats s'intensifient dans les médias locaux, les écoles et les espaces associatifs. Beaucoup découvrent que les menaces contemporaines ne prennent pas toujours la forme de conflits visibles, mais de manœuvres discrètes visant à influencer les décisions. Cette compréhension favorise une participation plus active aux discussions publiques. La vigilance devient un sujet partagé, non réservé aux spécialistes. Chez les jeunes, l'impact est plus direct. Confrontés à des perspectives économiques incertaines, ils perçoivent l'affaire comme un rappel brutal du lien entre stabilité politique et opportunités futures. Certains s'engagent dans des initiatives civiques, d'autres investissent des projets communautaires ou des espaces de sensibilisation. Leur mobilisation n'est pas homogène, mais elle traduit une volonté de ne plus rester spectateur. L'enjeu n'est pas idéologique, il est pratique et générationnel. Dans les zones rurales, la lecture est différente mais complémentaire. La stabilité institutionnelle est associée à la continuité des activités agricoles, au circuit de solidarité et à l'accès au marché. L'ingérence déjouée renforce l'idée que les décisions prises au sommet ont des répercussions concrètes sur le quotidien. Cette prise de conscience nourrit un soutien pragmatique aux dispositifs de vigilance, perçu comme une protection indirecte des moyens de subsistance. Ces trois dynamiques convergent vers un même point. La souveraineté cesse d'être abstraite. Elle devient une réalité vécue, discutée et appropriée. La ligne défendue par Ibrahim Traoré, sans discours excessifs, sorte de repères symboliques. Elle montre que l'action publique peut produire des effets tangibles lorsqu'elle s'appuie sur une compréhension partagée. La question qui s'impose alors est celle de la durée. Comment transformer cette attention collective en engagement stable sans épuiser ni banaliser le sujet? Pour transformer l'élan né de l'affaire en capacité durable, une feuille de route structurée se met en place autour de plusieurs leviers complémentaires. L'objectif n'est pas de répondre à une crise ponctuelle, mais d'installer des mécanismes capables de réduire systématiquement les risques d'ingérence. La logique est séquentielle et mesurable. Le premier levier concerne la traçabilité financière. Les autorités renforcent les contrôles sur les organisations servant de façade, en particulier dans les secteurs humanitaires et éducatifs. Les audits deviennent réguliers et ciblés, avec des seuils de vigilance clairement définis.
L'efficacité de ce dispositif se mesure à la détection précoce des anomalies plutôt qu'au nombre d'arrestations spectaculaires. Le deuxième levier porte sur la prévention interne. Les forces de sécurité adoptent des protocoles d'alerte gradués destinés à identifier les approches suspectes avant qu'elles ne produisent des effets. La formation met l'accent sur la reconnaissance des signaux faibles, la remontée rapide d'informations et la protection des chaînes hiérarchiques. Ici, le critère clé est la rapidité de réaction, non la multiplication des procédures. Le troisième levier s'inscrit dans la sphère civile. Des programmes de sensibilisation sont déployés auprès des collectivités locales, des médias et du système éducatif. Ils visent à expliquer les formes modernes d'influence et à renforcer l'esprit critique. Les résultats s'observe dans la qualité des débats le public et dans la diminution des récits simplificateurs. Enfin, la coopération régionale complète l'ensemble. Le partage d'informations et la coordination avec les pays voisins créent une veille commune, capable d'anticiper plutôt que de subir. Dans cette architecture, la ligne fixée par Ibrahim Traoré jouait un rôle de cohérence. Elle ne promet pas l'infaillibilité, mais elle impose une discipline collective. La feuille de route ne garantit pas l'absence de menaces. Elle établit toutefois un cadre où chaque tentative future rencontrera davantage de résistance que la précédente. Au moment où la tension retombe et où l'urgence médiatique s'estompe, ce sont les acteurs les plus discrets qui restent en mémoire. Les soldats qui ont accepté d'observer, de patienter et de transmettre sans se dévoiler incarnent une forme de vigilance silencieuse. Leur rôle ne relève ni de l'héroïsme spectaculaire ni du sacrifice visible. Il repose sur la constance et la lucidité, deux qualités rarement mises en avant, mais décisives dans cette affaire. Ce fil humain relie l'ensemble du récit. Il rappelle que les mécanismes d'ingérence ne sont pas neutralisés par des gestes impulsifs, mais par une compréhension fine du temps et des intentions. La patience devient alors une stratégie. La retenue se transforme en force. Cette inversion des réflexes habituels marque durablement les esprits. La posture d'Ibrahim Traoré s'inscrit dans cette continuité. Sans emphase, elle offre un point d'ancrage narratif et politique. Elle montre qu'il est possible de contenir une menace sans la surexposer, de rassurer sans simplifier et de décider sans précipitation. Ce positionnement donne une cohérence à l'ensemble des événements, du premier signal faible à la recomposition actuelle. Le souvenir qui demeure n'est pas celui d'une mallette saisie, mais celui d'un moment où la vigilance collective a prévalu sur la fragmentation. Cette mémoire partagée devient un repère. Elle suggère qu'un destin n'est jamais figé lorsqu'une société choisit d'observer avant de réagir. À l'issue de cette séquence, une invitation s'impose naturellement. Poursuivre la réflexion au-delà des faits. L'affaire montre que la souveraineté ne se limite pas à des décisions prises au sommet. Elle se construit aussi dans la manière dont une société interprète les signaux, questionne les récits dominants et refuse les simplifications confortables. Cette vigilance n'exige ni expertise technique ni posture militante. Elle repose sur l'attention portée aux détails et sur la volonté de comprendre les mécanismes avant d'en juger les effets. Les échanges qui émergent dans les quartiers, les médias locaux et les espaces professionnels illustrent déjà cette dynamique. Ils témoignent d'un déplacement progressif. L'intérêt ne se concentre plus uniquement sur l'événement déclencheur, mais sur ce qu'il révèle des rapports de force contemporains. Cette maturation du débat constitue en soi une protection. La ligne incarnée par Ibrahim Traoré, fondée sur la lisibilité et la mesure, offre un cadre sans imposer une conclusion unique. Elle laisse place à l'analyse, au désaccord argumenté et à la nuance. C'est dans cet espace que peut s'ancrer une souveraineté durable. La question reste ouverte et volontairement partagée.
Quel réflexe collectif faut-il renforcer pour que la prochaine tentative d'ingérence soit reconnue encore plus tôt, avant même de pouvoir se déployer?